Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse que vous aurez donc à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce dernier jour de la semaine, la nouvelle expression parle de l'Assemblée nationale avec la diaspora à nouveau sur la table. C'est le grand titre proposé par le journal pour dire que pour la première fois à la session de l'Assemblée nationale de mars, Cavaye Gézibrel a donc semblé donner un signal fort vers une réconciliation du Cameroun avec ses fils de l'étranger, en créant un réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Il est revenu donc sur le sujet à l'ouverture même de la session en cours, mais le chemin à parcourir est plus long que l'on ne s'imagine. Rappelle d'ailleurs un expert, si notamment les dirigeants camerounais ne font pas preuve de ferme volonté, on pourrait voir autre chose. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal parle également de mort de Ouazizi, les révélations d'un confrère à découvrir dans le journal en page 9. Et on parle également de l'arrondissement de Maga, miraculé à la sous-préfecture. C'est ce que le journal propose également en page 4. Et on s'intéresse également à Bazou et Covid-19, le maire au banc des accusés. Selon bien sûr le journal ce matin en page 4. Le journal parle aussi de Ndjambe Pendja avec 8 hectares de poseland en querelle. C'est le journal qui propose le sujet en page 6. Je vous invite donc à lire. Le journal disponible en kiosque. Le Messager pour sa part parle d'expropriation foncière. Les bananes persistent et signent, donc déterminés à ne céder le moindre mètre carré à l'État. L'unité forestière, aujourd'hui d'aménagement de Yingui, dans le CAM, durcit justement le ton. C'est ce qu'on peut découvrir en page 2 du journal et d'autres informations à lire dans le même journal. Le Messager, disponible en kiosque ce matin. Le journal Le Sahel parle bien entendu de la Damawa avec des femmes enceintes sans moustiquaire depuis 2 ans. C'est le journal qui propose l'article en page 11. Et on peut découvrir également que dans la Vina, le RDPC sur le pied de guerre à Nganha, c'est une autre localité, en page 5 du journal également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le numéro parlant de religion. Le Covid-19 plombe le Hadj, c'est le journal qui propose l'article en page 3. On peut retrouver bien entendu le traitement de ce sujet en page 3 du journal. Et parlant aussi du BIP 2020, seulement 4 projets réceptionnés donc sur 644 dans l'extrême nord. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal, disponible en kiosque ce matin. C'est bien entendu Le Sahel. Le journal, le quotidien Le Jour de ce matin parle de mort du journaliste Ouazizi. Les députés réagissent. C'est un grand titre qui présente également à la une de ce numéro de ce matin des personnalités bien connues de la République, des élus de la nation et bien sûr des autorités administratives. C'est ce que le journal propose. Je vous invite donc à lire tout le dossier et également à parcourir aussi d'autres sujets proposés par le journal Le Jour de ce jour. Et puis le journal Cameroun Tribune parle de respect des mesures barrières. Le Premier ministre remobilise son équipe et selon bien sûr le journal, après la rencontre présidée par le Premier ministre hier, plusieurs directives ont été également rappelées et même d'autres données pour améliorer les conditions de vie des populations dans le cadre de la pandémie qui secoue notamment le Cameroun depuis quelque temps. Ce sont là quelques directives que je vous invite à lire dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 2 à la page 3. Le journal Émergence qui est également en kiosque ce matin s'intéresse au Cameroun. Comment lutter contre les discours haineux et tribaux? C'est une question. 13 experts s'affrontent déjà autour de cette question. Également, vous pourrez également faire partie de cela et en proposant également ce que vous pensez de ce sujet. Et on parle également de Mendon avec le sous-préfet de Yaoundé 6 et les commerçants à couteau tiré carrément. Il faut remettre de l'ordre. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire aussi. Mutation parle d'Emmanuel de Taïli avec le JICAM, Tawamba et moi. Donc on parle bien sûr de le directeur général des brasseries du Cameroun qui dit être donc satisfait, très honoré d'ailleurs d'être le deuxième vice-président du groupement interpatronal du Cameroun, donc le JICAM, et bien sûr de siéger avec les administrateurs aux côtés de son président, qu'il présente comme un redoutable entrepreneur et un formidable leader du patronat. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9 du journal Mutation, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également du coronavirus, pièges et vertus de l'automédication. C'est un sujet que je vous invite à parcourir en page
page 13 du journal, disponible en kiosque aussi. C'est Mutation qui propose cette actualité. Le quotidien de l'économie de ce matin parle notamment du Covid-19, ces secteurs qui enregistrent plus de 50% de pertes d'emploi. C'est le journal qui est revenu également en proposant ce dossier que je vous invite à lire, parlant de ce résultat qui est donc issu d'une enquête menée donc par l'Institut national de la statistique auprès des entreprises et des ménages dans la période donc allant du 26 avril au 10 mars 2020. C'est à lire en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres sujets concernant l'économie. Voilà ce que la presse que nous avons reçue à notre rédaction nous propose ce matin. Et avec nous, Georges Sémé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, M. Ndongo. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Bonjour Kaminele. Flavien Ndongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi, ici, j'ai le devoir de rendre hommage à un grand Camerounais qui vient de mourir et dont beaucoup n'ont pas entendu et dont le décès n'a pas été très médiatisé. Il s'agit de Maître Ngangué. Maître Ngangué Apollinaire, c'est une tournoi 7e dan qui était champion de judo pendant 7 ans au Cameroun. Un très grand technicien, un très grand esthète et qui a disparu et qui pendant ces dernières années a beaucoup travaillé avec le président Ayatou au niveau de la CAF, mais dans le monde des arts martiaux, Maître Ngangué demeure une légende vivante qui était un technicien hors pair. D'accord. Donc hommage ici au grand maître Ngangué Apollinaire. Les techniciens de cette discipline sportive vont lui rendre un vibrant hommage. Absolument. Et bien entendu, donc avec vous aussi, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par le journal. Georges Sémé, l'Assemblée nationale, nouvelle expression, revient et parle de l'Assemblée nationale avec ce que le président de l'Assemblée nationale a enclenché. Il s'agit là de la diaspora, à nouveau donc sur la table. Donc il a négocié pour créer justement cette réconciliation des Camerounais, de la diaspora et ceux du pays, dans le cadre de cette coopération qui pourrait amener certains à venir investir dans notre pays. Alors, disons que la session parlementaire de juin a ouvert il y a quelques jours et l'un des sujets qui a été abordé par le président de l'Assemblée nationale, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la question de la diaspora. Vous savez que la diaspora a toujours constitué un enjeu politique au Cameroun. Et n'oublions pas qu'une importante délégation de cette diaspora a participé au dernier grand dialogue national. Et dans les multiples voyages que le président de la République a effectués, cette même diaspora n'a pas manqué de rappeler au président de la République leurs doléances. Certaines de ces doléances ont été prises en compte, notamment le droit de vote, mais il y en a encore qui peuvent être abordées par nos dirigeants. Le président de l'Assemblée nationale donc, a créé lors de cette session qui commence un réseau des parlementaires de la diaspora, de la coopération décentralisée et transfrontalière. Donc ça va permettre à ce que les députés se penchent sur la question de la diaspora afin que lorsque les doléances de ceux-là sont recueillies, ça peut peut-être donner ouverture à ce qu'on vote des lois qui vont faciliter l'implantation de la condition de la diaspora au Cameroun. Et vous savez que la diaspora est également un important vecteur économique parce qu'ils conduisent un important flux de capitaux au Cameroun, ce qui permet de nourrir des familles, de construire des immeubles, mais d'implanter également des entreprises. Donc, le fait qu'on crée ce réseau, peut-être, viendra faciliter davantage l'implication de la diaspora. Est-ce qu'il reconnaît quand même aujourd'hui que cette diaspora contribue énormément au développement du pays? C'est reconnu, parce que je vais prendre un pays comme le Cap-Vert, par exemple. Le Cap-Vert qui est différent du Cameroun, fondamentalement, mais le Cap-Vert a plus de capitaux qui est drainé depuis la diaspora que sur le sol. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que la diaspora ne contribue pas de façon substantielle à l'évolution du Cameroun. Vous savez que le CFA, c'est une monnaie très faible. Et lorsque ces personnes de la diaspora envoient soit des dollars, soit des euros, lorsque c'est converti en francs CFA, ça fait beaucoup d'argent et ça permet à des familles de vivre, ça permet à faire évoluer le Cameroun parce qu'ils investissent également énormément. Donc, le gouvernement devrait, quelles que soient les sensibilités de la diaspora, quelle que soit la configuration de la diaspora, parce qu'on sait qu'il y a des querelles politiques au sein de cette diaspora. Donc, quelle que soit leur sensibilité, le gouvernement gagnerait plutôt à intégrer toute la diaspora, toute la composante de la diaspora dans la participation de la vie politique du Cameroun, mais également dans les divers secteurs économiques de notre pays. Alors, en relisant l'article proposé par la Nouvelle Expression, Kaminele, est-ce qu'on va dire que le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a vu juste?
Ben, vu juste, non, je ne pense pas. Je pense que le Premier ministre est tout simplement dans la mouvance d'une situation qui est dans le pipeline depuis longtemps. Là. Vous savez que la diaspora a démontré sa disponibilité et surtout sa volonté à venir s'impliquer dans le développement économique du Cameroun et surtout, elle tient à ce que le gouvernement camerounais prenne en compte et leur apport éventuel de l'étranger vers le Cameroun et même leur participation. Vous savez très bien que cette diaspora elle-même, elle est sollicitée régulièrement lors des élections présidentielles. Vous savez qu'il y a des bureaux de vote un peu partout à l'étranger où des Camerounais vont voter. Ça veut donc dire que ce qui se passe aujourd'hui, le pas que vient de franchir officiellement aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale est une sorte de démonstration de la prise en compte de cette diaspora, mais seulement il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement au niveau des vœux, au niveau de la constitution de commission, au niveau du discours. Il faut vraiment que ça aille très vite parce que, comme l'a rappelé Georges Sémé, lors du grand dialogue national, on a vu une forte représentation et très éclectique d'ailleurs de la diaspora qui est venue ici, qui a démontré qu'elle se sent impliquée, se sent concernée par les problèmes du Cameroun. Et ce d'ailleurs voit créer un ministère en charge justement de la diaspora, comme cela existe dans beaucoup de pays. Donc, je pense que bon, ce n'est qu'un début, on verra bien jusqu'où ira cette Assemblée nationale dont la lenteur dans l'exécution des choses est proverbiale. Mais toujours est-il que c'est déjà annoncé aujourd'hui. On a plutôt l'impression que ça a tendance à aller un peu plus vite, puisque à peine il revient de l'étranger et il met des gens en musique, c'est qu'il a comme idée. La condition de la diaspora, c'est un dossier qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de véritable serpent de mer dans les grands dossiers politiques de notre pays. Et là, vous me dites que le président de l'Assemblée nationale est allé très vite. Je crois que c'est un dossier qui va plutôt lentement, parce qu'on aurait espéré l'évolution multidimensionnelle de la condition de la diaspora du Cameroun depuis des années. Je parlais tout à l'heure de leur statut de vote, mais il y a également un important volet qui concerne leur statut de nationalité. Vous savez qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont exclus de la nationalité camerounaise parce qu'ils ont la double nationalité. Et voilà l'un des dossiers sur lesquels devrait se pencher ce réseau des parlementaires. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard. Si on a créé ce réseau parlementaire, c'est le pouvoir législatif, mais on espère que ces lois vont amener le pouvoir exécutif à faire évoluer la condition de la diaspora, quelle que soit la sensibilité. Très bien. C'est un article que vous aurez à lire en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin, parlant de l'Assemblée nationale. La diaspora à nouveau sur la table. Le président de l'Assemblée nationale l'a évoqué lors de sa prise de parole, à l'ouverture même de cette session, la session du mois de juin. Et on peut dire également autre chose dans le quotidien Le Messager, parlant d'expropriation foncière. Les Banènes persistent et signent. Ils ne veulent pas céder leurs terres à l'État. Ah, ça c'est un projet, c'est un problème qui calcine pratiquement deux régions de notre pays, le littoral et le centre. C'est-à-dire que c'est une affaire d'ailleurs qui remonte aux années brûlantes de notre pays, aux années d'indépendance. Vous savez, la communauté banène aujourd'hui est répartie entre le littoral et le centre. Non seulement entre Ngambé, Yengi et Ndikinimiki. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère des Forêts est en train de vouloir céder 70 000 hectares à des opérateurs économiques étrangers sur les terres appartenant justement à cette communauté banène qui a été disséminée entre Ngambé, Yingi et Ndiki. Alors, ce qui fait que les gens sont en train de ruer dans les brancards, d'abord parce que ces populations se sentent expropriées, ces populations se sentent flouées dans la mesure où, en prenant leurs terres et en les excluant complètement de leurs terres, ils n'auront plus de village, ils n'auront plus où implanter leurs racines. Et comme le disait ce matin d'ailleurs Maître Songwayen Georges, un chef de 3e degré d'économie, cette affaire peut aboutir peut avoir des conséquences très très graves sur le plan sociologique, parce que les populations, la communauté banène n'entend pas céder et n'entend pas être expropriée, parce que vous savez très bien que sur le plan historique, à cause du maquis, les populations, beaucoup de communautés ont été sorties de leur village pour être implantées dans ce qu'on appelait des camps de regroupement. Et ces camps de regroupement, les gens sont restés après l'indépendance. Ces gens ont été, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette communauté qui est
établis entre la région du littoral et la région du centre se sont floués et c'est une affaire qui est très très grave. Moi, je pense que vous voyez d'ailleurs sur le titre du messager, 2 ou 3 journaux en ont parlé ces derniers temps, notamment l'Équation avait réservé un dossier de près de 4 pages et c'est une affaire qui est extrêmement sensible et qui pose une fois de plus s'intéresse davantage à ce sujet et qui pose le problème justement de l'expropriation des terres pour les communautés. Alors Georges Semé, vous êtes un amoureux du droit. La terre ou les terres appartiennent à l'État. Oui, je crois que c'est une question fondamentale que vous posez, mais le domaine national ne devrait pas ignorer qu'il existe des communautés sur ces terres. Et je crois que dans le cas d'espèce qui est celui des bananes, qui n'est que l'arbre qui cache la forêt dans le triangle national, il devrait au préalable avoir une sorte de dialogue communautaire entre ceux qui veulent implanter un projet. Ils prennent l'initiative d'implanter un projet, c'est-à-dire le gouvernement, ceux qui sont les initiateurs du projet, c'est-à-dire les investisseurs et la communauté qui va accueillir ce projet. Je pense que ça va éviter qu'on arrive à ce type de spectacle. Parce que les bananes, comme je disais, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu ces poussées de troubles à l'ordre public parce qu'on veut exproprier une communauté du côté de Kribi. On l'a vu également du côté de Berthois. D'autres tribus pourraient aller dans le même sens. Exactement, donc il faut concilier. Il faut concilier les droits du domaine national avec les exigences communautaires et les priorités de l'investissement. Lorsque cette démarche est correctement entreprise, on va éviter ce type de... C'est un scandale, ce type de scandale que l'on observe chez les bananes. Et jusqu'ici, on ne nous dit pas encore qu'il y a eu une sorte de concertation qui a été mise sur pied entre les investisseurs qui veulent venir implanter une entreprise et le gouvernement avec ces autochtones qui revendiquent aujourd'hui d'être expropriés alors qu'ils n'ont ni été contactés et ne voient même pas qu'ils vont recevoir des indemnisations. Et qu'ils vont perdre leur village. Ils vont perdre leur village et certainement, ils veulent faire intégrer dans le cahier des charges qui sera proposé à l'entreprise certains desiderata. Par exemple, pourquoi pas employer quelques ressortissants communautaires bananes dans les entreprises qui seront implantées. Donc je crois qu'il y a un dialogue communautaire qui devrait être engagé, même si nous souhaitons qu'il y ait des investissements dans toutes les contrées de notre pays, mais il faut que ce soit fait selon les normes légales, mais surtout en tenant compte des normes communautaires, parce que les terres, si les terres appartiennent à l'État, au domaine national, il existe sur ces terres des communautés qui y vivent et je crois qu'il serait plus judicieux de prendre langue avec ces communautés. Et vous voyez, Georges, c'est bien 70 000 hectares, vous imaginez ce que c'est? Et pour des gens qui n'auront plus de village pendant très très longtemps, et ils n'auront même plus du tout de village, il fallait bien qu'il y ait une plateforme, effectivement, pour assister ces personnes et surtout accueillir leur agrément. D'accord. Alors, le même sujet, puisqu'on parle également de l'expropriation foncière, il y a, dans la nouvelle expression, on parle de Njombe Penja, 8 hectares de poseland en querelle, carrément. Écoutez, je crois que le nouveau maire de Njombe Penja, qui est Paul Rikinger, a trouvé sur la table ce dossier et la majorité, l'une des ressources qui permet à cette petite commune de vivre, c'est l'exploitation de la pozzolane. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que, comme on parlait du cas des bananes, où il faut un dialogue, il faut également qu'il y ait un dialogue au niveau de la commune de Njombe Penja, parce qu'il y a encore une fois de plus un conflit entre les exigences de l'État et la communauté. Et là, on parle de la pozzolane. Certainement, c'est une concession qui a été attribuée à un exploitant qui aujourd'hui ne s'entend pas bien avec la mairie. Et je pense que ce n'est que le dialogue, parce que la zone de Njombe Penja est une zone extrêmement conflictogène. En dehors de ça, il y a une entreprise que je ne vais pas citer ici là qui exploite de vastes terres dans l'agroalimentaire. Et le nouveau maire qui est à la tête de la mairie de Njombe Penja aujourd'hui s'est retrouvé en prison parce qu'il s'était opposé d'une certaine façon ou d'une autre à l'exploitation de cette entreprise. Et aujourd'hui, on nous parle de la pozzolane. C'est une sorte de règlement de compte. Voilà, et aujourd'hui, on nous parle de la pozzolane. Est-ce que le maire de Njombe Penja va encore sera encore sacrifié sur l'autel de la pozzolane comme ça a été le cas dans le précédent dossier? Non, je crois qu'il faut entamer un dialogue social, un dialogue communautaire, afin que la pozzolane ne vienne pas davantage corser les relations qu'il y a entre cette petite municipalité qui a besoin de recettes et les exploitants de ces carrières.
Le pays est déjà secoué par plusieurs crises. Il y a des tensions également à tous les niveaux. On l'observe à travers la question foncière. On l'observe à travers la question foncière. Moi, je pense qu'une fois de plus, Paul-Éric Kingé, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a les yeux bien ouverts, il n'est pas seulement le nouveau maire de Ndiomé Peña, il est aussi l'ancien maire de Ndiomé Peña, qui sait très bien que cette zone, comme vous l'avez dit, très conflictogène, a été énormément exploitée, mais au rabais depuis très longtemps. Et lui, il voit qu'aujourd'hui, avec les réalités, les nouvelles réalités à la décentralisation, il est absolument opportun que les opérateurs économiques opérant dans cette zone puissent apporter l'aide normale, leur contribution normale à l'économie et surtout à la vie de cette communauté. Donc, c'est un front que vient d'ouvrir Paul-Éric Kingé, que l'on sait est très pugnace et très têtu, mais il a trouvé face à lui le préfet de Mongo, qui estime qu'il n'a rien à voir là-dedans, ce qui augure peut-être d'un bras de fer, mais tel que les choses se présentent, Paul-Éric Kingé est en train de poser un problème de droit. D'accord. Alors, la nouvelle expression est revenue sur la question ce matin en page 6. Vous aurez l'occasion de parcourir le traitement qui a été réservé justement à ce sujet. Le journal Le Jour parle de mort du journaliste Ouazizi. Les députés réagissent finalement. Ben, les députés avaient le devoir de réagir. Vous savez, les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas donné l'habitude aux Camerounais de réagir aux problèmes cruciaux, aux problèmes sensibles de ce pays. Bon, faudrait-il croire que l'affaire Ouazizi soit une affaire plus sensible que toutes les autres qui n'ont jamais retenu l'attention, ou peu retenu l'attention de l'Assemblée nationale. On voit que ce ne sont pas les députés d'un parti, pas en particulier, mais de plusieurs partis qui sont levés pour exiger une enquête parlementaire au moins, une enquête parlementaire, parce que cette enquête aujourd'hui, elle va taire énormément de choses. Cette enquête va permettre aussi bien à l'opinion nationale qu'internationale de comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que M. Ouazizi ait été journaliste, qu'il ne l'ait pas été. Le problème n'est pas la mort d'un journaliste, mais la mort d'un individu qui a été arrêté, qui s'est retrouvé dans des structures de l'administration, qui est mort et dont le corps est resté là pendant plus de 8 mois sans que sa famille le sache. Moi, je pense que la première erreur revient justement aux autorités en charge de l'enquête qui ont interpellé cet individu, peut-être certainement sur la base de présomptions assez solides. Mais maintenant, au moment où il meurt entre leurs mains, et ça peut arriver souvent dans un interrogatoire ou même à cause même de la mauvaise santé de l'individu, il était du devoir de la gendarmerie ou de l'armée de dire que cet individu a été arrêté tel jour, mais il est mort à tel moment. Publiquement, ça aurait absolument dégonflé ce sous-groupe ballon aujourd'hui qui a amené même l'ambassadeur des États-Unis à commettre une lettre qu'il a adressée aux avocats de Ouazizi. Moi, je pense que les députés, en exigeant aujourd'hui la clarification et même une enquête qui va permettre à tout le monde d'être d'accord et de couper court à toute spéculation, c'est exactement le devoir de ces députés. D'accord. Et c'est une très très bonne chose. Alors, donc, à côté de ce que le quotidien Le Jour propose ce matin, mort du journaliste Ouazizi, les députés réagissent. Il y a la nouvelle expression qui parle de cette même mort avec les révélations d'un confrère, les révélations troublantes, carrément. Oui, avant de revenir sur la fenêtre de nos confrères de la nouvelle expression, je vais dire un mot sur le titre de Le Jour. Je crois que le doyen a parfaitement raison. Au-delà de la dissertation qui est effectuée par les députés ou alors des récits des parlementaires, je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut bien évidemment mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire parallèle à celle qui va voir le jour certainement dans quelques jours sur instruction du président de la République, qui sera une commission d'enquête qui viendra de l'exécutif. Donc je crois qu'il faut une commission d'enquête parlementaire parce que le dossier n'est pas vidé et il y a encore beaucoup de non-dits. Et c'est certainement la raison pour laquelle nos confrères de la nouvelle expression ont donné la parole à un autre confrère qui a fait des révélations sur le statut professionnel de Samuel Ouazizi, qui a été taxé parfois d'être un simple animateur et par d'autres qui est un journaliste. De quoi qu'il soit journaliste ou animateur, il fait partie de la communication. Et pour cela, il devrait avoir notre soutien. Et surtout pour cela, il ne devrait pas être passé entre perte et profit. Parce que c'est un drame familial. La nouvelle expression qu'il a couvert quand même la cause de l'espoir. Sous la bannière de journaliste. La qualité de journaliste. Et cela, ce badge lui a été attribué de la façon la plus officielle par le ministère des Sports. Donc je pense que la querelle n'est pas à ce niveau. À mon humble avis, la querelle n'est pas au niveau de son statut. Il a pu être un journaliste, le badge le confirme, il a pu être un animateur à travers les émissions qu'il faisait, mais je crois qu'il faisait partie du monde de la communication. La vérité aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, c'est de faire toute la lumière sur les conditions de cette tragédie. Où est son corps ?
Quand va-t-on l'enterrer? Est-ce que les coupables seront, etc., etc. C'est là où devrait se focaliser le débat que sur un hypothétique statut de Samuel Ouazizi qui aujourd'hui est parti et qui laisse derrière lui une famille éplorée, des confrères complètement circonspects et un État qui est extrêmement embarrassé sur ce qui s'est réellement passé sur ce conflit. Et surtout une population qui est tétanisée parce qu'elle se dit que n'importe qui peut être arrêté à tout moment, être déporté n'importe où et mourir et son corps disparaître. Parce que moi je pense que la grande faute, c'est la faute de la structure militaire qui a arrêté Ouazizi et qui l'a emmené dans un centre d'exploitation, entre guillemets comme on dit, mais qui a été incapable d'annoncer d'abord son arrestation et même d'annoncer qu'il est mort. Parce qu'il est important que quand il meurt comme ça, moi je pense que les personnes qui ont gardé le corps pendant 8 mois, qu'est-ce qu'elles pensaient? Elles pensaient que personne ne viendrait jamais réclamer le corps. Non, moi je pense que ça tombe complètement sous le sens. C'est une histoire où les personnes responsables devraient même être sanctionnées parce qu'on ne peut pas faire preuve d'autant de légèreté dans une situation aussi sensible et avec un dossier aussi sensible. Parce que vous savez très bien que le dossier de Nozo est un dossier qui fait mal à tous les Camerounais, qui fait mal d'autant des Camerounais sont tués, décapités, exécutés par les Amazoniens, autant aussi les populations se plaignent qu'il y a des personnes qui tombent sous le coup de dégâts collatéraux. Moi, je pense que dans une affaire comme celle-là, et cette affaire n'aurait même pas pu éclater si, effectivement, dès le départ, les autorités militaires chargées de l'exploitation de Ouazizi avaient fait preuve non seulement de clarté, mais surtout de professionnalisme et de transparence, en se disant qu'il ne faudra pas qu'on dise ceci ou cela. Alors, donc ce sont des sujets que vous aurez à lire dans le journal ce matin, parlant justement de la nouvelle expression qui parle de cette mort du confrère Ouazizi, les révélations d'un confrère justement, qui rappelle quand même qu'il a travaillé, il a couvert la course de l'espoir en 2018 sous l'étiquette de journaliste justement, et là il y a ces éléments-là que vous aurez à lire dans le journal et même dans d'autres tabloïds qui se sont intéressés justement à cette actualité. Alors, Cameroun, comment lutter contre les discours haineux et tribaux? C'est la question que se pose le journal Émergence, avec 13 experts déjà qui s'affrontent autour de cette question. Oui, c'est le traditionnel round-up d'une grande question de l'actualité nationale où nos confrères d'Émergence mettent sur la scène 13 experts. Et le sujet d'aujourd'hui est fort intéressant parce que c'est calqué sur l'actualité socio-politique que nous vivons depuis quelques années déjà et qui s'est exacerbée avec l'élection présidentielle de 2018 où on voit dans tous les supports médiatiques, qu'ils soient réseaux sociaux, qu'ils soient conventionnels, des discours haineux. Et c'est extrêmement grave. Or, pour le cas des réseaux sociaux, je crois que nous avons une loi sur la cybercriminalité qui date depuis 2010, mais qui peine à être appliquée. Pourquoi ne fait pas-on comme dans notre pays, dans d'autres pays où tous ceux qui se jettent dans des discours haineux, des discours tribalistes, des injures, soient simplement traqués? Je crois qu'il s'agit toujours du respect de la loi. Et au Cameroun, on sent un certain libertinage, des gens à insulter quasiment tout le monde, à raconter des insanités sur tout le monde, même sur des personnalités. Je crois qu'il est temps de réagir et faire appliquer cette loi sur la cybercriminalité de 2010. Et maintenant, dans les autres supports, je crois que, parlant des supports conventionnels, nous sommes encadrés par plusieurs textes qui font qu'on ne peut pas tolérer certains écarts. Et on vérifie ça de moins en moins, heureusement, que ce soit à la télé ou dans les tabloïds, mais c'est surtout dans les réseaux sociaux qu'on assiste quasiment à une véritable guerre civile entre les Camerounais qui sont soit sur le sol national que ceux de la diaspora. Et il est temps que ça s'arrête et nos confrères d'Émergence ont eu raison de mettre sur la table aujourd'hui ce sujet qui est extrêmement important. Alors, Camille, au-delà de ce qui est déjà dit, de tous les discours déjà tenus, il est question ici de trouver des propositions de solutions pour sortir au bout ou alors pour lutter contre ces discours haineux et tribaux. Proposition de solution, il y a déjà des propositions de solution qui sont à la loi. Vous savez très bien qu'il existe une loi qui a été promulguée sur justement la lutte contre les propos haineux et contre le tribalisme. Elle existe cette loi. Mais moi j'ai peur que le jour où on va l'appliquer sur quelqu'un qui aura tenu des propos haineux dans les réseaux sociaux, vous allez avoir des avocats qui vont dire que non, il n'a dit que ce qu'il pense, il n'a dit que ceci, on va tomber dans un juridisme à n'en pas finir. Parce que c'est ça qui me fait peur, avec cette loi qui existe, mais qui sera difficile à appliquer parce qu'il y aura toujours des avocats pour défendre celui qui a tenu des propos haineux. C'est dans ce sens que le débat
ouvert ce matin par émergence. Moi, vous savez, moi j'ai toujours qualifié les débats d'émergence de débats dans lesquels on coupe les cheveux en quatre, mais celui-ci est particulièrement intéressant aujourd'hui parce qu'il touche à une corde sensible aujourd'hui avec la montée du tribalisme, avec les regroupements tribaux et surtout des replis identitaires qui sont dangereux et qui peuvent pousser notre pays, qui peuvent amener notre pays au bord qui sont en train de conduire notre pays au bord du gouffre. Oui, je voulais dire que la loi dont vous parlez a été promulguée le 24 décembre 2019 et voilà. Je crois que c'est parti d'une révision du code pénal qui avait un vide juridique à la matière. Absolument. Et jusqu'aujourd'hui, après la promulgation, je n'ai pas souvenance d'un seul cas d'une personne qui a proféré en propos haineux et tribalistes qui a été interpellé. Mais pourtant il y en a tous les jours. Vous qui fréquentez, qui arpentez les réseaux sociaux tous les jours. C'est tous les jours. C'est hallucinant ce qu'on y dit. C'est hallucinant. Ça fait peur. En tout cas, donc c'est horrible. Donc moi je pense qu'il existe une loi. Je veux bien que les gens puissent discuter de cela, surtout les experts et les journalistes et les sociologues et tout ce que vous voulez. Mais seulement il faudra que tout le monde se mette d'accord pour que les personnes qui seront prises en flagrant délit de propos haineux, tribalistes et tout ce que vous voulez, que ces personnes-là subissent le coup de la loi. D'accord, alors vous devez, en tout cas, je veux dire, chacun peut se mettre également avec les 13 experts qui sont déjà en train de réfléchir autour de cette question-là, également faire des propositions aussi. C'est Émergence qui propose justement cette question ce matin. Vous aurez l'occasion de lire et de comprendre également. Alors, on va peut-être sortir de l'émission avec Cameroun Tribune qui parle de respect des mesures barrières. Le Premier ministre a remobilisé son entourage, ses proches collaborateurs et leur dit d'aller sur le terrain, tout au moins de sensibiliser davantage les populations. Le Premier ministre en a encore pour longtemps dans la remobilisation parce que lorsqu'on observe la courbe de montée des cas atteints du Covid-19, je crois qu'on va bientôt atteindre 10 000. Et je crois qu'il a encore du pain sur la planche parce que, non seulement parce qu'il faut de nouvelles idées, lorsqu'on se balade dans les rues, on voit qu'il y a un certain relâchement et je pense que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, devra s'armer de beaucoup de hargne pour faire respecter toutes les mesures qui ont été prises dans la lutte contre le Covid-19. Alors, à côté de ce titre proposé par Cameroun Tribune, il y a l'Œil du Sahel qui nous apprend que dans la région du Septentrion, notamment dans la Damawa plutôt, on parle de 26 cas déjà confirmés du Covid-19. Justement, vous savez, le Septentrion a été l'une des parties de notre pays à être atteinte en dernier par le Covid-19. Et je me souviens, il y a un mois, à peine dans l'extrême nord, on avait assisté aux 2 premiers cas. Bon, à la Damawa, on a été à 2 ou 3 cas. C'est normal puisque les gens voyagent, les gens bougent, mais on voit que c'est un virus qui se balade et contre lequel il faut absolument respecter les mesures barrières. Parce que si on ne le fait pas, tant qu'on ne le fait pas, le virus continue à circuler et les morts sont là. Or, moi, je persiste toujours à dire que les gens doivent comprendre que cette pandémie est réelle, qu'elle est vraiment mortelle. Et quand elle vous tient dans ses griffes, vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais seulement, ce qui devrait même faire le plus aux personnes, surtout celles qui ne veulent pas mourir, c'est de regarder dans les conditions dans lesquelles les morts du coronavirus sont enterrés précipitamment dans les heures qui suivent. Merci à vous, merci à nos chers téléspectateurs également, qui vont faire un tour en kiosque ce matin pour lire la presse et être au parfum de l'actualité. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès, en respectant la formule du vendredi soif et surtout la distanciation sociale. Mais de toute façon, nous avons déjà mis un trou dans nos cache-nez. Et nous sommes adaptés. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à vous et bon week-end à nos chers téléspectateurs. À lundi pour l'édition première de la semaine. Il sera 9h20 sur Equinox.